Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons dans un rêve, un songe, celui de Tibérias. Tibérias, tu es avec Kamal, ta femme. Vous vous réveillez dans un rêve étrange, vous êtes au milieu de l'océan. Les vagues vous bercent, vous vous réveillez sur l'océan. Vous êtes allongé sur les vagues, vous ne coulez pas et pourtant cet océan reflète dans le ciel à la fois une couleur rouge extraordinaire, comme des résidus de flammes, et tu aperçois des baleines, des poissons qui ne nagent pas sous vos pieds, mais dans le ciel. Et maintenant on aperçoit des grues qui s'envolent. Elles partent en direction du sud. Que fais-tu, Tibérias ? Pour l'instant, ce qui m'entoure me repose plus qu'autre chose. Ouais. Donc, je vais me laisser un peu voguer. Je vais jeter un œil très rapidement vers Kamal. Ouais. Et juste avant de fermer les yeux et de passer un peu en état méditatif, me laisser porter par ce bruit de l'eau et par ces songes. Ça recommence, dit Kamal. Ça recommence. Et tout commence à se bousculer, comme si le ciel s'effondrait, qu'il devenait braise, poussière, grains de sable. Il s'effondre sur nous et nous sommes transportés dans un tout autre décor. Celui d'une jungle, une jungle en flammes. Il y a des cris, il y a des bousculements. On entend des gens, des enfants, des femmes, des adultes qui hurlent, qui passent à côté de nous. Leurs corps sont en flammes, leurs chairs sont en train de fondre. Tout brûle. Nous sommes sur les îles Aki. Royaume si important pour Tibérias, si important pour Kamal. Tout est en train de s'effondrer. La jungle entière est en flammes. Des comètes embrasées tombent du ciel et embrasent cette terre sacrée. Nous le savons, il s'est passé quelque chose ici. Une révolte, une révolution. Un peuple tout entier qui s'est levé. Mais il y a autre chose aussi. On aperçoit les guerriers d'Érénis, portant des masques d'or, et qui sont en train de purger l'île. Dès qu'ils aperçoivent un corps, même agonisant, ils l'achèvent avec leurs dagues en espérant trouver Tibérias. Et Tibérias est là, spectateur. Et on aperçoit les reflets de cette jungle primordiale brûlée dans son iris. Tibérias, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je suis au milieu de tous ces hommes masqués. Exactement. Ou je suis en retrait? Il te voit pas, il te traverse. Et quand il te traverse dans un effet de sable. C'est comme si ton corps, toutes tes molécules, se dispersaient en sable et se reconstituaient. Il ne te voit pas, mais il te cherche dans cette jungle. Il te cherche toi, il cherche Kamal. Et bien sûr, il cherche ta fille V. Et je suis seul? Je suis seul ou il y Tu a es Kamal seul, avec tu vois moi? pas Kamal là. D'accord. Écoute, je vais partir en courant Ouais. et essayer de deviner la direction dans laquelle ils vont, le groupe autour de moi. Ouais. Et je vais sprinter pour essayer d'arriver avant eux, Ouais. au cas où, pour les empêcher de trouver quelqu'un que je ne voudrais pas qu'ils trouvent. Et pour les devancer et essayer de les prévenir comme je peux. Tibérias nous cache quelque chose. À mesure qu'il s'avance dans la jungle en flammes, nous comprenons que nous sommes dans son rêve, certes. Mais le Tibérias qui rêve de cela n'en a pas conscience. Il semblerait que le Tibérias du présent ou du futur, nous le découvrirons très bientôt, a découvert un secret, un moyen de contrer Érénis. Et nous apercevons qu'il arrive, tant bien que mal, à cacher les pistes qui pourraient l'emmener jusqu'à V, jusqu'à Kamal. Il arrive à interagir dans le rêve, ce qu'il n'avait pas réussi à faire depuis le début de nos aventures. Voilà qu'il maîtrise la magie de son pire ennemi, le persuadant, en faisant en sorte de brouiller les pistes justement, de le convaincre
de le suivre sur une mauvaise trace. Et puis soudain, nous apercevons dans le ciel une immense horloge rouge. Elle est immense. Elle s'effondre sur nous. Le temps tout entier s'effondre sur nous, écrase ce rêve, le pulvérise. Et nous nous réveillons. Nous nous réveillons dans un autre rêve, celui de Noltar. Noltar, tu te réveilles aux côtés d'Eva, dans les couloirs d'une mystérieuse pyramide dont tu rêves presque toutes les nuits. Une pyramide très ancienne, il y a du sable rouge, infiltré partout dans la roche. Des hiéroglyphes sur les murs, que tu n'arrives pas à décrire encore, te faudrait encore des années pour apprendre cette langue. Et tu es réveillé avec Eva par des cris des humains hurlant à l'agonie. Ceux de Deva, de la bataille légendaire de Deva que vous avez vécue il y a 1 an et qui depuis te hante jour et nuit. Tu les entends hurler, appeler à l'aide. Et puis, tu commences à apercevoir des silhouettes dans le couloir de la pyramide. Des silhouettes en toge rouge, capuche noire portant des masques. Ils avancent à l'intérieur de la pyramide avec d'immenses flambeaux et répètent « Hassan Sinari, Hassan Sinari, Hassan Sinari ». Noltar, que fais-tu? J'essaie de me rapprocher. Quand Très... Ouais. Je t'écoute, excuse-moi. Très, très doucement, très méfiant. Ouais. Tu arrives à te rapprocher sans qu'il ne t'aperçoive ou sans qu'il ne daigne t'apercevoir. Eva accroche la manche de ton veston. Noltar, tu es sûr? On est revenu dans son royaume. Ça recommence. Ça recommence, dit Eva, la femme de Noltar, car depuis quelque temps, les rêves comme ceux-là, ces rêves qui paraissent si réels, s'étaient un peu calmés. Mais intriguée, Noltar continue d'avancer, suivre cette immense procession. Elle s'avance vers un immense passage. Il y a un sarcophage en or. Celui d'un roi, sans aucun doute. D'immenses statues l'entourent et de l'encens. Et ces hommes et ces femmes encapuchonnés avec leurs masques continuent de répéter « Hassan Sinari, Hassan Sinari ». Quand le rêve explose, implose en poussière, des milliers de grains rouges nous explosent au visage pour laisser apparaître qu'une seule silhouette. Celle de Kain, le prince de tous les vampires, agrippant ta gorge, Noltar, de toutes ses forces. Même dans les rêves, tu ne pourras m'échapper longtemps, Noltar. Tu as cru pouvoir détruire ma lignée, détruire ce que j'ai créé. Que fais-tu, Noltar? Je ricane. Ah, si on se retrouve. On se retrouvera. Je n'ai pas peur de toi. Tu peux me menacer autant que tu veux. Jamais je n'aurai peur de toi. Plus maintenant. J'ai vécu tant de choses. Quand Noltar dit ça, on aperçoit une magie exceptionnelle, pourpre, s'échapper de ses yeux. Une électricité violette parcourir son corps, brûler la main vive de ce demi-dieu qu'est Kain. Nous retrouverons bientôt. Le rêve implose. Et nous nous retrouvons dans un nouveau rêve. Celui, vous l'aurez compris, de notre dernier personnage. Le rêve d'Anna. Anna, tu te réveilles doucement dans un désert de sable rouge. C'est un sable brillant, magnifique. Il brille comme du verre, reflète la lumière du soleil. Tu es extrêmement fatiguée. Tu te sens hyper lourde. Que fais-tu? J'imagine que je me relève doucement, tu vois, Ouais.
en regardant si j'ai pas de blessure particulière et puis en observant autour de moi, quoi. Pas de blessure tout d'abord. Une simple sensation de lourdeur, une migraine terrible. Et, lorsque tu reprends un peu de tes esprits, tu aperçois devant toi une silhouette extraordinaire, celle d'un tigre gigantesque. Il est immense. Son pelage est bleu et or et ses yeux aussi brûlants que la braise. Et sa voix rauque, comme l'on pourrait imaginer la voix de la terre elle-même, résonne dans ton cœur et dans ton âme et dit ceci. C'est l'heure, Anna. Suis-moi. Il fait demi-tour et commence à s'avancer dans le désert. Que fais-tu ? Bah écoute, étant au milieu d'un désert et avec un gros chat qui parle, c'est pas commun, je vais y aller. Moi, je trouve ça Par normal. contre, je suis en train de réfléchir et... Alors pour les couleurs, je sais plus, mais le tigre, c'était l'emblème de Gebo. Oui, tout à fait. Tout à fait, tu as raison. Donc j'y vais en me disant, est-ce que ce serait pas un signe du prince gallois ou quelque chose comme ça, quoi. Mais j'y vais. C'est noté. En le suivant, tu comprends vite, toi aussi, tout comme Noltar et Eva, que ça recommence. Tu es dans un rêve, mais pas n'importe quel rêve. Les rêves qu'Erénis vous force à vivre depuis 1 an maintenant. Collectivement ou tout seul. Tu aperçois une première scène dans ce désert de sable rouge. Des milliers de soldats portant la grande bannière d'Erénis, celle d'un œil parcouru de symboles ésotériques. Ils avancent au milieu de ce désert. Il y a des hommes de toutes les contrées, de tous les royaumes composant cette armée. Elle te paraît si gigantesque, impossible à vaincre, mais elle disparaît. Dans un mouvement de vent, de grains de sable, il ne reste plus à tes pieds que des milliers de squelettes qui craquent sous ta voûte plantaire. Des milliers de corps. Et à l'horizon, un gigantesque phare planté au milieu du désert. Un phare dont la cime touche les nuages rouges. Et ce phare envoie au monde une lumière que je ne saurais décrire, que seul le cœur peut comprendre. Une lumière qui n'est pas visible par les yeux, mais par l'âme. Et le tigre dit ceci. C'est là le chemin à San Sinari. C'est là ton chemin, Anna. Que fais-tu ? T'es pas la première personne à prétendre savoir où se situe mon chemin. Peut-être que toi tu mens pas, contrairement à d'autres. J'en sais rien. Il s'assoit sur le sable brûlant, te regarde longuement. Je ne t'ai jamais menti, Anna. Et je n'ai jamais menti à tes amis. Et le phare commence à se distordre, comme l'entièreté du rêve, se transforme en une immense silhouette. Il est dévasté, scindé en deux par une comète brûlante, rouge, scintillante, qui tombe du ciel. Et ce brouhaha d'énergie, de sable rouge, finit par former une silhouette que tu connais bien, une silhouette qui te harcèle depuis 1 an, celle d'Erénis, le sorcier le plus puissant de notre terre, le sorcier devenu empereur de l'Est, celui qui fait craindre toutes les nations, celui qui marche sur toutes les nations, celui qui contrôle tous les rêves et les pensées. Et tu le vois gigantesque, portant son trident et son sablier. Il fait plusieurs mètres, il remplace cet immense phare et te regarde et te dit, droit dans les yeux, Anna, ici, dans le royaume de la distorsion, de mon ordre parfait, il n'y a qu'un roi, qu'un voyageur et c'est moi. Ici, nul repos pour les âmes, car tu es à moi. Que fais-tu, Anna ? Bah les distorsions, comme tu dis, ça fait 1 an que j'en prends plein la figure, Exactement. mais comme à peu près tout le monde, je pense. Donc là, le fait qu'il se déplace en personne, malgré la peur qu'il m'inspire, ça m'amuse doucement. Ouais, t'es devenu le roi de l'Est. Et tu te prépares à prendre le reste du monde. Bah alors, il t'en faut du temps, monsieur le sorcier tout-puissant. Tu le vois hurler. Le sable se soulève. Une tempête gigantesque se lève, s'abat sur toi.
Et tandis que tu ressens, parce que dans ce rêve, la chair, on ressent tout, tu sens ta chair qui se désintègre peu à peu, mais tu continues à tenir, à faire face, yeux dans les yeux face à ce sorcier, il te dit « J'arrive, Anna !» Écran rouge. Bienvenue à toutes et à toutes pour ce chapitre 2 de Là où vint l'Indien. Nous sommes super contents d'enfin vous retrouver pour nos aventures. Nous sommes de retour. Je m'excuse car mes amis ne seront pas présents pour ceux qui nous regardent sur YouTube en caméra pour des raisons techniques. On essaye des choses. Mais promis, avec nos voix, on fera tout pour que vous soyez avec nous pour ce voyage. Une dernière chose, avant de rejoindre nos amis, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les précédentes aventures pour suivre celle-ci. Comme d'habitude, tout vous sera raconté, tout vous sera conté, pour que vous puissiez profiter de là où vint l'Indien pour la toute première fois. La cité portuaire d'Hérode, l'un des principaux ports du royaume de Macédoine, est en effervescence. D'abord car le grand marché bat son plein, en plein cœur de la ville, réunissant tous les naufragés de notre monde. Ceux-là d'ailleurs, les sans-patrie ayant fui les guerres, les locaux, les pèlerins, ceux qui ont eu vent de rumeurs de liberté, et les perdus, noyés tous, quelle que soit leur origine et leur histoire, dans le parfum des lavandes, des huiles d'olive, des piments et des fromages de brebis. Nous dévalons maintenant les pentes raides et pavées de la cité, arrivons dans les ruelles étroites, croisons les temples honorant les dieux que plus aucun mortel n'honore d'ailleurs. Les maisons aux volets rouges et pastels, les balcons de pierre, les oliviers, l'odeur de la mer nous arrive, ses embruns, ses histoires, ses promesses arrivent jusqu'à nous. Le chant des goélands aussi. Le chantier naval n'a pas connu pareil labeur depuis des décennies. Le bruit des marteaux sur les charpentes, des ouvriers soulevant les sacs de sable, les poutres et les poulies nous parviennent en même temps que leur sueur et leur fatigue. Des dizaines de gigantesques navires sont amarrés, car la guerre, à quelques lieues, fait rage comme partout sur Erde. Mais on construit ici de nouveaux navires. Nous n'apercevons que leurs squelettes, mais ils nous apparaissent immenses, si grands qu'aucun homme n'a jamais rêvé pareille démesure. Que se passe-t-il ici, dans ce morceau de terre noyé dans l'océan? À Hérode, dans un royaume ravagé par la guerre, le doute et la corruption, que se passe-t-il? Regardez, chers amis, voilà qu'une silhouette familière apparaît. C'est Anna. Anna, tu es au port, dans les chantiers navals. Nous te surprenons dans une scène du quotidien. Que fais-tu très exactement? Fais toujours ces faits-là. Eh ben écoute, c'est ma routine quotidienne depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Je fais mon tour d'inspection du chantier, je fais des points de sécurité avec l'imposant dispositif qui a été mis en place pour le protéger. Le point avec les ingénieurs, prendre la température avec les ouvriers, etc. Ça et mille choses d'autres que je fais quotidiennement. Pendant que tu fais tout ça, on aperçoit Mag, ton loup, qui, sur un petit rocher, au bord de l'océan, observe son amie, n'osait jamais dire sa maîtresse, Anna. Anna, tu es rejoint par un garçon qui a toute son importance dans ta vie depuis quelques mois. Nous ne le connaissons pas encore dans l'aventure de Là où va l'Indien, et pourtant, cet homme extraordinaire a une histoire tout aussi extraordinaire. Il s'agit de Nassim, un homme, un immortel, d'une presque centaine d'années, mais d'un âge apparent plutôt tirant vers la trentaine. Sa peau est celle des hommes du sud de l'Orient, ses cheveux noirs comme l'ébène, et ses yeux verts comme l'émeraude. Il a une beauté exceptionnelle, un charisme, une bienveillance qui émane à la fois de sa voix et de son cœur, une douceur qui, comme le miel, pourrait entraîner n'importe lequel d'entre nous jusqu'au songe. Il pose la main délicatement, avec beaucoup de tendresse sur ton épaule, et dit ceci. Ton père serait si fier, Anna. Voilà que tu offres au vent de l'Ouest la voile qui le mènera à sa destinée. Que fais-tu ? «
S'il avait été là, surtout, on n'aurait pas à se préoccuper de monter une armée à l'arrache. Et surtout, tu sais, je dis ça en regardant un groupe d'ouvriers, je fais « Ce fichu chantier n'avance pas assez vite. Je sais, Anna, mais tu leur demandes des constructions que nul homme n'a jamais faites encore. Patience, on y arrivera. Ils font tout leur possible. » Nous a... Oui, excuse-moi, vas-y. Oh, pardon. Vas-y. Je me tourne vers lui, je fais pas de nouveaux espions en vue dans les quartiers. T'as rien vu? Je n'ai rien vu. En tout cas, pas plus qu'hier. Mais il y a de l'agitation aujourd'hui, au centre. Il y a le marché, tu sais bien. Justement, à ce moment-là, on entend des enfants arriver, riant. Ils sont habillés très humblement, pour pas dire pauvrement. Ces enfants connaissent très bien Naïd Lador. Deux d'entre eux, d'ailleurs, sont à peine arrivés qu'ils sautent, grimpent sur son dos et commencent à lui chuchoter à l'oreille. Ces enfants, Anna les appelle les papillons. Ce sont ses meilleurs espions. Ils sont aussi extraordinaires, rapides qu'espiègles. Ils savent tout, connaissent chaque ruelle par cœur, connaissent chaque prénom. Et surtout, ces papillons, ils arrivent à survoler la rumeur de la ville. « Damana !» dit un des enfants. « Il y a du mouvement au marché. C'est sœur Tibérias, Anna. Et il semble être suivi. » Que fais-tu ? Le gamin, je le descends doucement de mon dos, tu vois. Puis je fais « Bon, vous êtes toujours aussi efficace. » Je fais « Pour la peine ?» Tu sais, je retire mon chapeau, je fais « Un petit tour de magie s'impose. » Ah oui, Damana. Tu sais, je fais exprès de le secouer. Je fais exprès de le secouer pour montrer qu'il n'y a rien. Ouais. Puis je passe ma main dedans, je me mets à sortir plein de trucs que j'ai, tu sais, des boîtes, des machins que j'ai enfilés, empilés là-dedans, puis... Ah, je fais, non, ça fera l'affaire. Je leur jette une poignée de pièces à chacun. Ils sont trop contents. Ah, génial, merci Damana. Mais très vite, tout le monde se tue, car une immense rumeur se lève. Des cris. Regardez, qu'est-ce que c'est ? Et tu aperçois, dans les cieux de la cité, une immense comète rouge passer, éclairant le ciel d'un rouge carmin extraordinaire. Embrasant le ciel, la comète finit par disparaître à l'horizon, mais sa traînée rouge laisse dans le ciel un millier de scintillements. Nous reviendrons vers toi dans quelques instants. Tibérias, nous te retrouvons au milieu du marché, justement. Au milieu de ce marché de la cité. Nous sommes quelques minutes avant l'arrivée de la comète. Tu marches assez rapidement avec un ami. Un personnage que nous ne connaissons pas encore, mais qui, je suis sûr, aura une importance capitale. Il est appelé le pèlerin, ce personnage. Mais son vrai nom, c'est Elédine. Tu l'as croisé sur ton chemin, cet homme, ce pèlerin. Il est aveugle, il ne voit rien et pourtant, grâce à la magie du cœur que nous connaissons si bien dans l'Auval indien, il pourrait mieux se repérer que n'importe lequel d'entre vous. Cet homme, il prie. Cet homme, il donne. Il est sur les routes, un peu comme Tibérias, au nom, non pas d'une religion, un peu plus qu'une foi, de ce qu'il appelle Gébo. L'art du don, l'art de donner. Il ne possède rien, ni argent, ni bien, mais il est pourtant l'un des rois les plus riches de cette terre. Nous y reviendrons. Vous marchez assez rapidement, il est juste derrière toi. Et t'invective. Tibérias, il t'appelle Ostad. Ostad, dans la langue, à l'est, sur Osterde, on pourrait la traduire par maître, mais dans le sens de celui qui élève spirituellement. Pas celui qui domine, pas celui à qui appartient qui que ce soit, mais le maître spirituel. C'est ainsi qu'il t'appelle. Ostad, ils sont toujours derrière. Je les sens. Que fais-tu, Tibérias ?
Ouais, du coup, je continue de presser le pas Ouais. et j'essaye, tout en marchant au travers du marché, déjà de faire comment dire, des mouvements un peu erratiques pour essayer de semer les personnes derrière moi et en même temps pour essayer de voir s'il s'agit de personnes lambda, on va dire, ou de personnes plus dangereuses. Donc je fais un peu des zigzags dans certaines ruelles. Ouais. Et au moment où à chaque fois que je tourne à 90 degrés, je jette un œil très discrètement et très succinctement derrière moi pour essayer de les apercevoir ou essayer au travers d'une flaque, d'un miroir ou de je ne sais quoi de pouvoir les voir sans que eux ne le sachent que je les ai vus. Le jeu va durer une bonne dizaine de minutes dans cette foule gigantesque qu'est le marché des Rhodes. Mais avec un instinct, une dextérité exceptionnelle, tu vas finir par les semer. Tu es presque persuadé qu'il s'agisse d'espions, de celui qu'on appelle ici l'empereur de l'Est. On l'appelle Kavarsha, roi de l'Orient, la traduction exacte, Kavarsha, Erenis. Ils ont la peau hâlée, mais surtout des toges noires d'une richesse, d'une beauté, d'une finesse qui te paraît bien trop étrange ici. Vous avez réussi Et à je les... vois combien ils sont ou... Ils étaient deux. Ils étaient Je deux. vois. Vous avez Mhm. réussi à les semer. Le pèlerin, en posant son bâton, en reprenant son souffle, dit: il y a quelque chose ici, Tiberias. Au stade, les cieux vont parler. Au moment où elle dit ça, tu entends une voix. La voix d'un homme, d'un marchand. En fait, t'as pas fait attention, mais entre le mur d'une ruelle et un stand de marchand, tu t'es un petit peu appuyé, adossé contre son stand. Il vend des tomates, de l'huile d'olive, des olives, mais aussi des prunes et plein d'autres fruits. Je peux vous aider? Vous voulez quelque chose? Monsieur? Monsieur? Oui, justement, je venais chercher les tomates. Des tomates. Eh bien, monsieur... Il te voit sortir de la ruelle et bloque complètement. Les yeux écarquillés, il te regarde. Vous... Vous êtes Tiberias? Le héros de Deva. J'ai... Il cherche sur son tablier, tapote un peu partout, regarde dans ses bourses, et il finit par trouver dans une sacoche un dessin. Une reproduction d'une statue qui a été élevée à ton honneur à Deva. C'est vous. C'est bien vous. Tiberias, Aérode, le héros des porteurs de feu. Nul besoin de l'ébruiter et de faire savoir à toute la place que je suis là et qui je suis, Oui, si vous oui. le voulez bien. Pardon, monsieur. Pardon. Et tu vois qu'il met quelques tomates dans un linge et il y rajoute quelques olives. Tenez, c'est pour moi. Je m'encapuchonne, tu sais, au passage. Ouais, carrément. Et j'essaye de rester vraiment très proche du stand. Merci. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien, maître Tiberias. Et il te tend le linge et, au contact de tes mains, il les touche et dit: vous venez pour nous libérer. Nous aussi. Je libérerai tout ce qui est en mon pouvoir. Mais je ne suis ni un dieu ni un surhomme. Toujours est-il que si je peux faire quoi que ce soit pour sauver cette ville, je le ferai, croyez-le. Mais la raison de ma visite n'est pas celle-ci. Je suis ici pour rester en toute discrétion, justement. Que Sol vous protège. Que Sol... Au stade, regardez! Et tu vois le pèlerin qui pointe vers les cieux. Ses yeux, habituellement voilés par une couleur nacre, commencent à scintiller d'un bleu éclatant. La foule tout entière dans le marché se met à crier: regardez! Regardez! Dans le ciel! Dans le ciel! Et vous apercevez une immense comète rouge traverser les cieux des Rhodes et disparaître à l'horizon, mais laissant dans les cieux une traînée sublime
qui éclaire le ciel d'un rouge éclatant. Noltar, cher ami, nous te retrouvons sur le balcon. Sur le balcon de votre auberge, que vous avez louée il y a quelques jours. L'auberge qui porte le nom... C'est une destinée. De la source. Tu n'es pas tout seul. Avec toi, Noltar, il y a Kamal. Nous l'avons vu, une Aki, la femme de Tibérias, qui l'a retrouvée lors de cette longue année qui nous sépare du dernier épisode. Peut-être que Tibérias aura le temps de nous raconter cette histoire. Tu es aussi en présence d'Eva, ta femme. Celle qui porte la couronne des ombres, l'une des plus grandes reliques de la sombre. Il y a avec vous également Tsolga, le maître de maison du château d'Alpstadt de Noltar et d'Eva. Il observe au loin la foule du marché. Enfin, avec vous, Noltar, il y a Agualon, le frère jumeau d'Anna. Tous ensemble, vous êtes autour d'une table qui a été dressée dehors. Vous profitez des embruns de la mer, de la douceur aussi. Il fait une bonne 20aine de degrés. On est bien. Sur la table, du vin, du raisin, du fromage et du pain. Et surtout, beaucoup de parchemins et de livres. Nous apercevons d'ailleurs Tsolga apportant les verres et un remède. Une fiole. Une fiole dont la couleur est d'un violet intense. Il s'approche difficilement, il boite. Le voyage a été long pour Tsolga aussi. Il s'est passé beaucoup de choses pour tous nos personnages dans cette année. Il s'avance vers toi, Noltar, et dit « N'oubliez pas que son flair est comme celui d'une bête, mon prince. Je vous sais occupé à sauver les vôtres, décrypter, retranscrire tous ces vieux parchemins. Au moins dans votre esprit, vous l'êtes occupé. Mais ne laissez pas les tempêtes de l'âme vous empêcher de survivre à ce qui arrive. » Et il te tend la fiole. Que fais-tu, Noltar ? Assis, Zolka. Sans toi, je pense pas que j'arriverai à vivre aussi longtemps. Du moins, pas de manière aussi efficace. Merci à toi, quoi. Eva sourit, remercie également Tsolga et on regarde Agualon et Kamal. Vous pensez qu'il en rajoute et pourtant, il y a de grandes chances que Noltar ait raison. Bref. Mon prince. Et elle montre sur la table des dizaines de parchemins de livres. Agualon est déjà penché sur ces livres. Le frère jumeau d'Anna est très couvert pour la saison. Il continue à cacher ses nombreuses blessures, ses plaies, qui pourraient lui attirer de nombreux ennuis ici, dans le royaume des vivants. Il est atteint de ce que l'on appelle la maladie noire, une maladie qui ronge très lentement, particulièrement les immortels, et qui ressemblerait à la peste. Elle peut lui faire de fortes fièvres, lui couvrir sa peau de plaies, mais surtout, elle l'afflige de douleurs inexprimables. Il se penche sur les parchemins, sur tous les livres que tu as ramenés. Observe avec attention la richesse des papiers qui se trouvent devant lui. Car depuis un an, Eva, Noltar et Tsolga n'ont pas arrêté. Ils ont fait toutes les bibliothèques de Transylvanie, de Bavière, de Macédoine, pour retrouver des informations sur Erénis, sur un moyen de l'arrêter. Et Agualon, le lettré, Agualon l'écrivain, le barde, le poète, observe ces parchemins d'une richesse exceptionnelle. Où as-tu trouvé tout ça, Noltar ? Comment as-tu fait pour te procurer tout ça ? Ça n'a pas été simple. C'est une très très longue histoire. Je pense que ça vaut pas le coup de se pencher là-dessus pour l'instant. Ce qui est important, c'est qu'on a réussi à rassembler tout ça. Maintenant, faut qu'on se jette dedans, faut qu'on décrypte, faut qu'on trouve une solution. Ça peut plus durer. Tu as raison, Noltar.
Et tu entends la voix de Tsolga qui retentit. Maître! Maîtresse, regardez! Et vous entendez un crépitement au-dessus de vous. Une immense comète rouge qui passe dans les cieux, embrase les nuages de la cité d'Hérode et finit par disparaître à l'horizon. Générique. Bienvenue pour ce tout premier épisode de Là où va l'Indien. Nous nous retrouvons quelques minutes plus tard. Vous avez tous rejoint les balcons de l'auberge. Anna est arrivée en dernier, comme souvent. Vous la savez très occupée. Tous les jours, le matin, le midi, le soir, parfois la nuit. Elle est au chantier naval. Elle ne rate pas vos réunions, elle ne rate pas vos rendez-vous. Elle sait que c'est important. Elle le sait, vous le savez aussi. Mais vous savez surtout son esprit et son cœur occupés ailleurs. Occupés à la construction de ces étranges formes, de ces étranges navires qui, peu à peu, justement, prennent forme au chantier naval. Vous voilà en tout cas tous réunis sur ce balcon. Un balcon qui ressemble en tout point à celui du ciel. Depuis l'arrivée de la comète, le ciel est devenu rouge, s'est gorgé de ce rouge intense, magnifique, et a plongé la cité dans une très étrange ambiance. Vous êtes autour de la table. Anna, tu viens juste d'arriver sur le balcon. Il y a tout le monde. Que faites-vous ? Il n'y a pas d'ordre. Juste petite question, Oui. Les gars viennent tout juste enfin, tout le monde vient tout juste d'arriver ou Non, ça fait alors, déjà quelques jours qu'ils sont là? Le dernier à être arrivé, c'est Noltar. C'est lui qui a pris l'auberge. Tiberias, c'est possible, tu sais pas trop. C'est possible qu'il soit là depuis un moment, mais toi, tu sais qu'il est là depuis 3 jours. En tout cas, c'est ce qu'il t'a dit. Et Noltar est arrivé il y a 2 jours, avec Eva et Tsolga. Donc ça fait vraiment pas longtemps par rapport à toi. Tu connais beaucoup mieux la cité, beaucoup mieux les mœurs de la cité, etc. Bah, moi, je me tourne vers Anna quand elle arrive. Et... Ah, dis donc, c'est courant par ici qu'il y ait des comètes rouges qui traversent les cieux. Pas vraiment, non. Mais ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ouais. Ça J'ai va jeter l'impression un qu'il est froid déjà pour là. ceux qui auront la ref. J'ai l'impression qu'il est déjà là et que cet endroit est de moins en moins sûr. Mais Comment- cette comète peut être n'importe quoi. Ça peut être des restes de ce qui s'est passé à Deva ou de l'éveil de multiples démons, tout comme ça peut être une illusion. Hmm. Mais ce n'est pas normal Ça paraît moins lugubre qu'Adeva. pour l'instant. Difficile de faire plus lugubre. J'espère qu'on n'aura pas à revivre ça. Du moins pas avant longtemps. Et vous les rêves, comment ça va? Ça empire, n'est-ce pas? Je pense, ouais. Comme tout le monde. En quelque sorte. J'essaye de mon côté de m'entraîner à avoir un quelconque contrôle sur ce rêve, à l'intérieur de ce rêve. Je progresse, mais il me faudra peut-être des années avant de réussir à quelque chose de concret. Toujours mieux que rien. Toujours le temps, toujours contre nous. Bon, dites-moi, pas d'ennui en ville aujourd'hui? Je pense que j'ai été suivi, mais notre vécu fait que
nous devenons un peu paranoïaques. Je ne sais jamais si je suis vraiment suivi ou si c'est un jeu de mon esprit. Toujours est-il qu'on n'est jamais vraiment en sécurité, même ici. Je me suis efforcé de jeter la désinformation au maximum sur ce qui se tramait ici et dans d'autres lieux plus ou moins secrets, mais on parle d'Erénis. Je sais pas combien de temps la désinformation va fonctionner avec lui. Difficile à dire. C'est difficile de savoir s'il se renforce ou s'il s'affaiblit. Mais j'ai comme l'impression soit notre défense contre lui s'améliore ou son pouvoir s'amenuise. J'ai plutôt l'impression que c'est la première solution. Tiberias, son pouvoir se renforce de jour en jour. Et... Mais pourtant, on arrive à y résister de plus en plus. C'est plutôt encourageant. Et je pense qu'il faut creuser sur cette piste. Peut-être juste qu'il n'a pas encore eu l'occasion de venir s'intéresser à nous directement. Ah, putain, je vous jure les gars, je commence à regretter Koopa là dans ma tête. Je tire un verre à tout le monde en disant ça, tu sais, parce que là, ça me saoule, je suis fatigué. En te servant un verre, Anna, tu observes, toi aussi à ton tour, que sur la table, il y a beaucoup de parchemins, beaucoup de livres, beaucoup de grimoires, des cartes aussi. Des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, tu connais Noltar et Eva depuis un moment et tu sais que, comme ton frère, ce sont de très grands lettrés, voire des collectionneurs. Mais ça fait longtemps que tu n'as pas vu des grimoires qui semblent si anciens, dégager une telle magie, une telle... c'est étrange. Il y a beaucoup d'illustrations et ils semblent être surtout originaux. Ça semble être vraiment des reliques exceptionnelles que Noltar a ramenées. Voilà. Alors, moi j'ai pas la prétention d'avoir autant de savoir qu'eux. Quand même, je me débrouille pas trop mal. Par contre, s'il y a des cartes, par Tout à fait. curiosité, vu que je leur consulte à longueur de temps, ouais, je vais y jeter un œil. Les cartes semblent dater vraiment d'il y a très longtemps. Toi qui connais si bien l'océan, qui connais si bien Erde, tu as beaucoup voyagé, tu sais qu'elles sont complètement obsolètes, hein, bien sûr. Mais c'est pas ça qui te choque parce que ça paraît évident si elles ont été faites il y a très très longtemps. Ce qui te marque, c'est qu'il a ramené beaucoup de cartes qui indiquent l'emplacement d'un désert, l'emplacement d'une pyramide, qui revient beaucoup. Alors malheureusement, les cartes, toi qui sais les lire assez rapidement, quand tu les compares, elles n'indiquent pas forcément le même endroit, mais elles semblent parler toutes des mêmes choses. Par contre, qu'on soit clair, les océans sont pas très très bien placés, et certains continents non plus. Mais bon, encore une fois, tu n'arriverais pas à dater ce que tu touches ou ce que tu touches avec les yeux, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très vieux. Ah, d'accord, mais je garde ça dans un coin de ma tête. À comparer avec des vraies cartes, j'arriverai peut-être à trianguler quelque chose, mais Carrément. même si je sais pas à quoi ça correspond, quoi. Oui, bien sûr. Donc, je montre la carte à Noltar et Eva d'un air un peu interrogateur, en mode. Je me doute que c'est important, mais l'air de dire, bah, vous nous amenez vers quoi? Une pyramide. Une Et- pyramide qui pourrait avoir des solutions. Mais ça peut être risqué. Eva, Quel genre de solution on parle? Eva surenchérit. Pardon. Ce que nous avons cherché. Et regarde derrière, au-dessus, à l'intérieur de l'auberge. Vous êtes à l'étage, hein, sur un balcon, je rappelle. Euh, nous pensons avoir trouvé quelque chose. Nous avons traduit comme nous pouvions, mais cela nous fait beaucoup penser à ce que nous cherchons. Mon amour, est-ce que tu peux le relire? Oui, oui, tout à fait. Là, je sors un grimoire, c'est vieux, avec un marque-page. J'ouvre au marque-page et je commence à lire. Il fut un roi avant les rois, un nom que même les plus sages ont oublié.
On disait qu'il rêvait éveillé et qu'il veillait en songe. Les sages des anciens l'appelaient Akmat Sadir, le roi des songes, car nul autre en tout temps ne comprenait aussi bien les mystères du monde des rêves. Sous ses paupières closes, le monde trembla. Il vit les rivières s'inverser, les étoiles se pencher, et les dieux se faire la guerre. Il vit en somme tout ce que nous avons vécu, car les rêves, toujours, se cachent toute destinée. Dans la demeure de son esprit, il bâtit des royaumes faits d'ombre et de murmures, où même la mort craignait d'entrer. Et il perça le grand mystère. Mais les rêves dévorent ceux qui les commandent. On dit qu'il cacha le secret de son pouvoir dans un artefact, scellé avec lui dans l'éternité d'un tombeau. Dans une violence où seuls les fous s'abandonnent, il ôta la vie à sa reine, ses enfants, puis à lui-même. Tout son savoir et sa magie contrôlant les rêves fut donc oublié dans le sarcophage du temps. Ainsi fut élevée la pyramide du grand roi, perdue sous le linceul des sables, là où le vent finit par ronger la chair, la pierre et la mémoire. Et les âges passèrent, plus de traces que des dunes. Car son secret, le sage entre deux mondes, repose encore avec lui, scellé dans la mort et l'éternité, sous le sable brûlant d'un désert aride et violent. N'approche pas, voyageur, car quiconque trouble le sommeil de l'ancien ne s'éveillera plus jamais. Merci beaucoup, Adrien. À la lecture de ce grimoire, on aperçoit Agualon qui se met un peu en retrait, penche sa tête vers la foule en bas, semble réfléchir, se retourne vers toi, Noltar. Tu crois que c'est possible que cette personne ait vraiment existé? Tu as trouvé d'autres sources? C'est difficile à dire, comme toutes les sources anciennes. Les mythes se mélangent à la réalité. Mais c'est la piste la plus solide qu'on ait à présent. Et au vu de ce qu'on vit aujourd'hui... Nol, tu peux me répéter le nom de ce roi? Oui, tout à fait. Pardon. Les sages des anciens l'appelaient Akmat Sadur, le roi des songes. Ça te parle, Anna? Je ne suis pas sûr, mais je crois que la dernière distorsion que m'a infligée Erénis, ce nom est venu. Et j'étais en plein désert. Intéressant. Je me tourne vers Tiberias. Et toi, est-ce que cette légende te parle? Ça me dit rien du tout. Mais le désert ne m'inspire pas grande confiance. Il y est déjà allé à la saison 1. J'ai passé suffisamment de temps dans le désert pour savoir que je ne veux rien avoir à y faire. Mais comme tu le disais, nous n'avons pas vraiment d'autre solution. Ce nom me dit rien, mais nous pouvons explorer. Il n'y a pas non plus des milliers de déserts sur R2. Si je ne me trompe pas encore une fois, mais dans la vision que m'a imposée Erénis, il y avait une armée qui marchait dans ce désert, avec ses armoiries. Si on part du principe que ce parchemin dit vrai, quelqu'un d'aussi puissant d'Erénis cherche à s'emparer de quelqu'un qui a eu jadis un pouvoir similaire. Je vous la fais courte, mais ça sent pas bon du tout. Ce ne serait pas Erénis qui chercherait à atteindre ce tombeau, plutôt? C'est ce que je viens de dire, Tiberias. Ah. Mais bah Tiberias, il a bu des coups avant de venir, vous êtes sympa. Ouais. Il était au marché, Tiberias. Il a pris quelques coups parce qu'il parle à tout le monde. Ok? Ça va bien. Non, il a pris des coups. Il a pris des coups. coups. Sa vie est dure. Le prophète Nassim, qui était si discret depuis tout à l'heure, s'avance, retire sa capuche. Il observe la carte depuis tout à l'heure, enfin les cartes que tu as mis, Noltar. Je ne sais pas si ce roi existe, mais ce désert, oui, je le reconnais. J'y ai passé
du temps quand j'étais petit. Mais son emplacement moderne ne va pas vous plaire. Du tout. Il est en plein milieu de l'Empire des Terres. Enfin, de l'ancien Empire des Terres. Au milieu du royaume voyons. d'Erenis. Évidemment. Ah oui. Ouais, ça allait pas être dans le jardin du mec. Non mais attends. Allez. Donc, Et d'un autre côté, à peu près partout où nous pourrions aller, c'est une partie de l'Empire d'Erenis. Ouais, c'est pas faux ça. C'est pas faux en même temps, de toute façon. Il a raison, Tiberius, faut le voir comme ça, de toute façon. Faut le voir comme ça. moi, je dévisage tout le monde, c'est les uns après les autres. Je fais donc, si j'ai bien compris, on a une piste. Mais vous me demandez non seulement d'aller directement dans la gueule d'Erenis, et en plus en plein désert. C'est Putain, pas tu sais, idéal. je vide mon verre d'un coup et je me retourne en regardant l'océan, tu sais, en mode ça m'a moitié énervé d'entendre ça. Tu vois. Tcholga. C'est pas idéal, je le reconnais. Vas-y, excuse-moi, Noltar, vas-y. Non, je dis juste ça, quoi. Tcholga qui est adossé sur le balcon et qui regarde la foule, pousse un petit murmure. Une comète tombant des cieux jusqu'à l'horizon. Un désert lointain, un empire des terres. Des rêves qui se multiplient. L'engeance d'Erenis qui ne fait que grandir. Et nous, au milieu de tout ça. Il se retourne vers vous. Je pense qu'il va falloir que nous nous préparions cette fois. Car cette fois-ci, chers amis, nous n'aurons pas de deuxième chance. Écran noir.